Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire Squash. Je vais démarrer succinctement par une petite présentation de ce webinaire précis. Donc, on n'en a pas fait depuis un certain temps, donc on est très content de vous retrouver dans le cadre de ce format. C'est le 18e et on se penchera particulièrement sur les nouveautés de Squash dans sa version 8.0. Les intervenants du jour seront, moi c'est plutôt pour la partie présentation et gestion de l'événement, mais c'est surtout Marion et Héloïse qui nous feront l'honneur de nous présenter une démo sur l'outil et qui sont product owners de Squash. Parce qu'il faut remettre les choses dans son contexte et pour ceux et celles qui ne nous connaisseraient pas, on travaille pour la société Enix, une ESN en qualité logicielle, leader en France, qui a trois activités principales. Celle qui vous intéresse le plus aujourd'hui est celle d'édition et de distribution de logiciels Squash. Et puis on sait aussi de la revente et on a un partenariat très proche avec GitLab ou Atlassian pour la partie Jira. On a une activité de service avec des consultants qui sont envoyés dans tout type de grands comptes et petites entreprises pour faire de la qualité logicielle chez eux. Et une activité également de formation en qualité logicielle via l'école de la qualité logicielle qui est aussi disposée tout proche de notre siège à Enix, à Montrouge. Donc voilà, vous pouvez voir aussi qu'il y a une croissance constante de nos effectifs et de notre chiffre d'affaires sur les plus de 20 dernières années désormais. Concrètement, et je vais très vite passer la parole à nos PO pour la démo, la suite Squash se veut aujourd'hui se positionner en tant qu'outil polyvalent du test fonctionnel, qui est aussi dans l'idée la brique de test de votre SI et qui se veut la mémoire vivante de votre application dans le sens où c'est aussi un endroit sur lequel vous pouvez pérenniser vos cas de test et votre patrimoine applicatif dans le temps. Voilà succinctement les idées principales que je voulais vous présenter pour recontextualiser ce webinaire. Et puis, je vais tout de suite passer la parole à Marion qui va démarrer la démo. Bonne démo à tous. Merci Thibaut, bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran. Donc, je vais commencer par vous présenter les fonctionnalités de la version 8 de Squash qui touchent plutôt les tests manuels et la gestion du patrimoine de test plus globalement. Et Héloïse vous présentera la partie sur les tests automatisés, les nouveautés autour des tests automatisés. Et donc, je vais commencer par vous parler d'une nouvelle notion qu'on a ajoutée dans l'espace exécution, qui a été renommé dans cette version 8, donc qui était précédemment l'espace campagne. Et en fait, on l'a renommé parce qu'on a ajouté une nouvelle notion un nouvel objet en fait, qui sont les sprints et qui va permettre d'aborder la phase de validation d'une nouvelle manière pour les projets en contexte agile. Donc l'idée, c'est que ces sprints vont permettre de valider un ensemble de user stories afin de donner le plus rapidement possible du feedback aux développeurs pour vraiment accélérer la boucle. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces sprints, ils vont être complémentaires des campagnes qui, elles, vont se faire à l'échelle plutôt qui vont être des tests plutôt à l'échelle d'une release et sur des objets de plus haut niveau comme des épiques ou comme des features. Et donc voilà, c'est pas des choses qui sont en opposition, c'est des choses qui sont complémentaires. Donc dans l'arborescence de l'espace exécution, maintenant, on a des nouveaux objets et notamment l'objet sprint, donc qui s'ajoute classiquement, qu'on peut ajouter dans un autre objet qu'on a également implémenté, qui sont les groupes de sprint, qui est pour l'instant un objet purement organisationnel. Donc qui va vous permettre juste de grouper un ensemble de sprints à un même endroit, mais plus tard, on imagine pouvoir ajouter de la configuration au niveau des groupes de sprints qui seront repris au niveau des sprints. Alors, donc là, j'ai une arborescence avec un groupe de sprints, des sprints dedans. On peut également ajouter des dossiers à l'intérieur des groupes de sprints si on veut grouper, par exemple, tous les sprints qui sont terminés pour pas surcharger l'arborescence. Ces sprints, si on va sur la page d'un sprint, donc on a
a différentes informations, on a un statut, on a une date de début, de fin, une description, une référence. Donc ça, c'est assez classique. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est l'alimentation des sprints, où là, contrairement aux campagnes, aux exécutions, on ne va pas ajouter des cas de test à un plan d'exécution. Là, on va ajouter des exigences à valider à un sprint. Et donc, pour ajouter des exigences à un sprint, bah, ça se fait de manière classique, par glisser-déposer depuis l'arborescence des exigences. Donc, on peut ajouter un ensemble d'exigences ou des dossiers. Et puis également par la recherche, si on veut cibler précisément des exigences en les recherchant sur les attributs. Donc une fois qu'on les ajoute, on va les retrouver ici. On va retrouver un certain nombre d'informations et puis on va ensuite pouvoir commencer la validation. Et on va pouvoir, avant de démarrer la validation, bah, au moment où le sprint va démarrer, on va pouvoir cliquer sur démarrer le sprint, qui va simplement changer le statut et indiquer que le sprint est ouvert et que bah, les exigences sont prêtes à être validées. Donc ça, c'est les sprints qu'on peut créer directement dans l'arborescence, comme les autres objets, et qu'on peut alimenter avec des exigences qui se trouvent dans l'espace exigences de Squash. Maintenant, si on travaille avec Jira et GitLab et qu'on utilise bah, la synchronisation de tickets Jira et GitLab dans l'espace exigences, on va également pouvoir synchroniser les sprints ou les milestone itérations dans GitLab, qui sont l'équivalent des sprints. On va pouvoir les synchroniser directement dans cet espace exécution. Et donc, en fait, toute la partie... Donc là, je vais me mettre sur... hop, on va fermer ce répertoire-là, on va ouvrir celui-là. Dans le cas de la synchronisation, en fait, toute la partie création de sprints et alimentation des sprints avec des tickets va pouvoir être déléguée à la synchronisation et être gérée par la synchronisation. Donc c'est vraiment voilà, la création, l'alimentation se passe dans Jira ou dans GitLab et tout est synchronisé dans Squash, et donc on va retrouver directement notre contenu ici. Donc cette synchronisation, elle arrive en complément de la synchronisation qu'on peut avoir dans l'espace exigence. Néanmoins, on peut adapter le périmètre de tickets qu'on synchronise dans l'espace exécution par rapport à celui dans l'espace exigence pour, par exemple, ne récupérer que les tickets qui sont prêts à être testés dans la partie exécution, où finalement on n'a pas trop d'intérêt de récupérer tout ce qui est dans le backlog du sprint qui est pas encore implémenté. Donc on peut adapter ces filtres-là. On peut aussi récupérer des tickets qui ne sont pas forcément synchronisés dans l'espace exigence. Je pense à des bugs, à des tâches qui ont besoin d'être validées, mais qui n'ont pas forcément vocation à être synchronisées côté exigence. Et donc voilà, donc c'est complémentaire, enfin c'est lié à ce qu'on a à côté exigence, mais le périmètre peut être un petit peu adapté pour mieux coller à cette phase de validation. Donc une fois qu'on a récupéré qu'on a défini le contenu de notre sprint ou récupéré le contenu de notre sprint dans Squash, ben on va pouvoir commencer vraiment la partie de validation. Et donc pour ça, on a un bouton tester pour chacune des exigences du sprint ou des tickets synchronisés du sprint, qui va nous permettre d'arriver sur une page où on va retrouver un certain nombre d'informations et notamment bah, les attributs principaux. Donc là, on est synchronisé avec GitLab, c'est les valeurs qui sont récupérées directement depuis le ticket GitLab. On va récupérer également la description. Et on va trouver sur cette page ce qu'on appelle le plan d'exécution du ticket ou de l'exigence qui va être alimenté automatiquement par les tests qui sont liés à l'exigence qui a été synchronisée dans l'espace exigence. Donc s'il n'y en a pas, ce plan d'exécution sera vide, mais on pourra toujours rajouter des tests. Et donc l'idée, voilà, c'est qu'on a déjà nos plans d'exécution qui sont préalimentés. Si jamais l'association
de tests aux exigences évoluent. Donc, si on crée de nouveaux tests, si on ajoute des jeux de données, des choses comme ça, on a un petit bouton mettre à jour ici qui va nous indiquer s'il y a des nouveaux tests que l'on peut ajouter au plan d'exécution. Et puis, on peut évidemment en ajouter également si on veut exécuter d'autres tests qui ne sont pas forcément liés à l'exigence, on peut en ajouter directement par glisser-déposer comme ça se fait habituellement pour les plans d'exécution. Donc, une fois qu'on a notre plan d'exécution qui est prêt, on va pouvoir cliquer sur le bouton démarrer les tests, là qui va simplement modifier un statut de validation, j'y reviendrai juste après, mais qui va indiquer grosso modo que l'exigence est en cours de validation. Et donc pour exécuter les tests, ça se fait exactement de la même manière que lorsqu'on exécute les tests d'une itération ou d'une suite de tests. Donc je vais pas vous remontrer cette fonctionnalité. Mais bon, l'idée c'est qu'on va exécuter les tests. Donc là, moi je vais modifier directement le statut ici. On va le mettre en succès. Donc on peut déclarer des anomalies comme c'est le cas au niveau des exécutions classiques. Hein. Ça change pas. Et donc, une fois qu'on pense avoir exécuté l'ensemble des tests qu'on souhaitait, qu'on a effectué les vérifications, les validations qu'on souhaitait faire, on va pouvoir mettre à jour le champ statut de validation ici. Donc, soit en allant sélectionner un statut dans la liste déroulante, soit on a des boutons ici qui permettent qui simulent une sorte de workflow et qui permettent d'indiquer les actions à effectuer, les statuts à modifier. Et donc là, par exemple, quand je suis en cours de test, une fois que j'ai fini mes tests, je vais pouvoir indiquer si je considère que mon ticket est validé ou si, au contraire, je considère qu'il n'est pas validé et qu'il est plutôt à marquer comme étant corrigé. Donc là, je clique sur le statut, ça le met à jour et si je retourne au niveau de mon sprint, je vais pouvoir suivre la validation de l'ensemble des tickets de mon sprint ou des exigences de mon sprint. Et donc, ça va me permettre de voir dans cette colonne ici ce qui me reste à tester, ce qui est en cours de test, ce qui est KO et ce qui est OK. Au niveau du suivi, justement de la validation des exigences d'un sprint, j'ai également un écran qui va me donner un plan d'exécution un peu global du sprint avec l'ensemble des tests que j'ai exécutés pour valider l'ensemble des exigences. Et donc, ça me permet de voir un petit peu à nouveau ce qui est planifié, ce qui reste à faire et de voir le statut de l'ensemble des tests. Je vois les exigences à chaque fois liées au test. Et puis, depuis cet écran-là, je peux également lancer mes tests directement. Donc, je peux le faire soit depuis l'écran des exigences, soit le faire plus globalement depuis cet écran-là. À la fin, une fois que mon sprint est terminé, ou soit que j'ai exécuté tous les tests, soit qu'on arrive à la date de fin de sprint, là, je vais pouvoir indiquer que mon sprint est terminé et donc appuyer sur le bouton terminer le sprint. Et donc, ça va mettre à jour le statut de mon sprint et surtout, ça va figer. Alors, ça va faire plusieurs choses. Ça va figer l'état de mon sprint ici, l'état des exigences dans lequel se trouve le sprint. Et ça va également bloquer les différentes actions que je pouvais faire au niveau de mon sprint. Donc, je ne vais plus pouvoir lancer d'exécution, modifier d'exécution, rajouter des tests, etc. Et dans le cas où je suis synchronisée avec Jira ou GitLab, on a 2 statuts distincts. Le statut du sprint GitLab où Jira, lui, va plus gérer est-ce que mes éléments sont toujours synchronisés ou pas. Et par contre, pour tout ce qui est objet de test, donc tout ce qui est exécution, etc., c'est le statut du sprint squash qui fait foi. Et donc, on m'indique si j'ai une désynchronisation entre ces deux objets-là. Mais voilà, on peut gérer, l'équipe de test peut gérer le statut de son sprint en fonction de l'avancement de l'exécution des tests aussi. Je
pense que j'ai fait le tour sur cette fonctionnalité-là. Donc l'idée, c'est que dans les prochaines versions, on enrichisse, les fonctionnalités autour des sprints et autour de la gestion des tests en contexte agile. On souhaiterait notamment, introduire la notion de tests d'acceptance, qui seraient des tests, alors je vais retourner, hop, on va rouvrir le sprint. Je vais retourner sur la page ici, qui seraient des tests qu'on pourrait, ajouter directement, depuis cet espace, des tests qui seraient faits vraiment, uniquement au niveau du sprint, qui ne seraient pas des cas de tests qui seraient dans l'espace cas de test et qui permettraient de noter ce qu'on vérifie au fur et à mesure qu'on le vérifie. Donc ce ne seraient pas des tests scriptés, ce serait vraiment des tests d'acceptance comme pour valider, rapidement une user story. Donc on pense à ça et puis on pense également à mettre en place une sorte de tableau de bord, pour le testeur agile qui lui permette de prioriser un petit peu, les tâches qu'il a à faire, au cours d'un sprint pour valider justement les tickets, le plus efficacement possible. Voilà pour cette fonctionnalité. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra, à la fin. Pour la fonctionnalité suivante, je vais aller maintenant dans l'espace administration où on a, un nouveau menu, qui va permettre de, gérer, les profils utilisateurs. Alors, il va permettre d'une part de visualiser l'ensemble des profils, système, donc les profils qu'on a par défaut dans l'application. Donc je vais me mettre sur le profil, testeur par exemple, où on va avoir, un ensemble d'informations, un peu à quoi correspond le profil, les permissions, dans les différents espaces, associés au profil et puis on va également voir, la liste des utilisateurs et des équipes qui sont associés à ce profil. Ces profils-là, on peut, enfin l'ensemble des profils ici, on peut les activer ou les désactiver, de manière à, par exemple, si on souhaite que, notre, organisation n'utilise pas tel ou tel profil, on a la possibilité de le désactiver et il ne et bah, des utilisateurs ne pourront plus être, habilités avec ce profil, dans les projets. Hem et donc bon, pas de par défaut, c'est activé, et ils sont tous disponibles. Donc ça, c'est, pour les profils système, donc c'est accessible dans toutes les licences et dans la licence Ultimate, depuis cet écran-là, on a également ajouté la possibilité de créer des profils, personnalisés. Hop, donc on a un petit bouton ici qui va nous permettre, d'ajouter des profils, à partir d'un profil de référence, de manière à ne pas partir de zéro et avoir un minimum de cohérence, au niveau des permissions. Donc pour l'instant, dans la version 8, on va le voir, on peut ajouter des profils qu'à partir du profil de référence chef de projet et pour ces profils personnalisés, et bien, ce qu'on va pouvoir faire en plus par rapport au profil système, c'est, personnaliser les permissions, pour l'instant uniquement dans l'espace administration, mais dans les versions à suivre, à venir dans les différents espaces. Et donc là, on va pouvoir, donc dans cette version 8, on va personnaliser uniquement ce qu'on a, les permissions de l'espace administration, les permissions qu'a le chef de projet dans l'espace administration. Donc on va pas pouvoir étendre les permissions, dans l'espace administration par rapport à ce qu'a le chef de projet, mais on va pouvoir, néanmoins les réduire et donc ça va permettre d'avoir des profils, qui ont, accès à la gestion des projets, mais qui ne peuvent pas habiliter d'utilisateurs parce que dans certaines organisations, c'est délégué à une application tierce. On va pouvoir avoir des profils aussi, c'était assez demandé, qui n'ont pas accès à l'administration, mais qui ont la possibilité, d'importer et d'exporter des exigences et des cas de test. Avant ça c'était réservé, enfin par défaut, c'était réservé uniquement au profil chef de projet, donc qui avait également aussi à l'espace administration. Puis voilà, enfin on va pouvoir jouer du coup sur ces différentes permissions.
Voilà pour cette partie, profil personnalisé et donc du coup, une fois qu'on a créé ces profils, on va les retrouver dans les habilitations au projet et on va pouvoir ajouter et lier des utilisateurs à chacun de ces profils. On a également ajouté dans cette partie, gestion des profils, une matrice, des permissions qui va permettre de visualiser pour l'ensemble des profils, qui sont, sur l'instance, donc que ce soit des profils système ou personnalisés. On va pouvoir visualiser l'ensemble des permissions associées, à ces profils pour chacun des espaces. Donc ça permet d'avoir une vue un petit peu globale de l'ensemble des profils et leurs permissions, à disposition, et de voir, si ça nous convient, s'il est nécessaire d'ajouter des profils personnalisés, et de voir un petit peu tout ce qu'on a à disposition et puis, pour les profils système, ça évite d'aller regarder dans la documentation, les profils à disposition avec les permissions. On les a directement ici, dans l'application. Voilà pour cette partie profil. Donc, comme je vous disais, hein, l'idée, ça va être dans les prochaines versions, d'étendre la personnalisation aux autres espaces. On pourra cocher, ici l'ensemble des cases. Toujours dans l'administration, on a, dans la partie projet, ajouté la possibilité, alors je vais aller sur un projet spécifique. Voilà, on a ajouté, la possibilité d'importer, des données depuis X-Ray, dans un projet Squash et donc l'idée, c'est que, alors là, je vais aller côté X-Ray. Lorsque vous faites une recherche dans Jira ou dans X-Ray, vous allez, pouvoir rechercher un ensemble de tickets. Ça peut être des cas de test, ça peut être des plans d'exécution, ça peut être des prérequis. Et ces résultats de recherche, on peut, les exporter, au format XML. Et ce fichier XML, c'est, ce fichier qui va pouvoir être, importé directement, dans Squash et donc l'import, ça se passe un petit peu comme l'import d'exigences et de cas de test. Donc on va sélectionner le fichier importé. Je ne vais pas vous faire la démo en direct, mais voilà, on sélectionne notre fichier. On va avoir une petite analyse du fichier qui va nous indiquer quels sont les éléments qui vont être importés. Et puis ensuite, l'import va s'effectuer et va s'afficher dans cet écran ici, avec son statut, notamment s'il est en cours ou pas. Et puis, donc dans cette version 8, ce qui est importé, ce sont, les cas de test avec leurs prérequis, ainsi que les plans d'exécution. Donc uniquement les plans d'exécution, on traitera les exécutions, dans une version, ultérieure. Et donc pour que je vous montre, donc là dans X-Ray, mes cas de test se trouvent dans une arborescence ici avec, des dossiers, des sous-dossiers et à l'intérieur, là, je vais retrouver, 2 cas de test. Une fois que j'ai effectué l'import en Squash, dans l'espace cas de test, je vais retrouver mon arborescence ici avec les mêmes cas de test et avec, les données, importées. Donc si je vais côté X-Ray, hop. Donc j'ai une description, j'ai des prérequis, j'ai des prérequis, j'ai des pas de test avec des jeux de données, et si je vais dans Squash, je vais retrouver ces éléments avec, la description, les différents jeux de données et les prérequis ainsi que les différents pas de test. Et pareil côté plan d'exécution, où on va pouvoir créer, des campagnes, l'import va créer des campagnes et des itérations, qui vont être alimentées avec, l'ensemble des tests qui étaient dans le plan d'exécution, côté X-Ray. Voilà pour, ce que j'avais à vous montrer. Et je pense que je vais laisser la parole à Héloïse pour, la partie automatisation.
Merci Marion et bonjour à tous. Je vais te reprendre le partage d'écran et normalement on est bon. Donc du coup, moi pour les fonctionnalités sur la partie automatisée, je vais démarrer par un petit composant graphique qu'on a rajouté au niveau de l'espace exécution, qui va nous permettre de visualiser directement le statut du ou des orchestrateurs qui sont liés au plan d'exécution et la disponibilité des environnements d'exécution qui y sont liés. Donc là, par exemple, si je me mets sur la première itération ici et que je regarde, du moment que je vais avoir des cas de test automatisés dans le plan d'itération, il va y avoir une nouvelle petite capsule qui va apparaître et qui va nous donner du coup le statut de l'orchestrateur. Donc on voit ici qu'il y a une petite coche verte qui nous indique que tous les orchestrateurs qui sont associés au plan d'exécution sont joignables, donc on sait que tout va bien. Et on retrouve à côté un listing avec le nombre d'environnements d'exécution qui sont dans leurs différents statuts. Donc en l'occurrence idle, busy si jamais ils sont en train d'exécuter des tests, pending s'ils sont en attente, et unreachable si jamais on n'arrive pas à les joindre. On a également le petit bouton pour rafraîchir la capsule si jamais on a un doute parce que quelqu'un d'autre est en train d'exécuter des tests. Et on peut avoir la version ici où j'ai volontairement cassé un orchestrateur pour montrer que du coup, après un essai pour voir si l'orchestrateur marchait ou pas, on retrouve ici du coup le statut avec la petite croix qui nous dit que l'orchestrateur n'est pas joignable et que donc, en l'occurrence, il n'y a aucun environnement d'exécution qui est disponible pour exécuter des tests. Ce qui nous permet de savoir directement si ça vaut le coup de lancer une suite automatisée ou non, parce que s'il n'y a aucun environnement d'exécution qui est disponible, ça sert à rien de perdre du temps. Donc ça, c'était pour la première partie. Bien évidemment, si je lance une suite automatisée, ça va se mettre à jour et il va y avoir du coup un environnement d'exécution qui va passer de idle à busy, mais ça du coup on va le voir dans la foulée. Pour la suite du coup, je vais justement lancer ici des tests automatisés. Donc là, je les lance tous. Et on va voir qu'on a rajouté sur cette pop-up de supervision le statut en cours qui n'était pas présent jusque-là. Donc là, les tests sont très courts, mais on a réussi à en voir un. Donc là, on voit du coup le petit carré qui passe au bleu pour dire que c'est ce test-là qui est en cours d'exécution. Et si je vais suffisamment vite, hop, suspense, on a ici le petit bouton pour les logs en direct qui est rajouté. On voit que le titre, c'est statut du workflow en cours et que la pop-up se met à jour au fur et à mesure des logs. Donc ça correspond à ce qu'on a avec la ligne de commande get workflows côté orchestrateur, ce qui nous permet d'avoir la même chose, mais directement intégré dans Squash. Donc là, on voit que les logs sont terminés. Il a relâché l'environnement d'exécution. Et on voit que le titre de la pop-up s'est mis à jour pour nous dire que le workflow est terminé et que donc ça ne sert à rien d'attendre de nouveaux logs. Donc là, je vais pouvoir clôturer la pop-up. On voit bien qu'il y avait un environnement d'exécution qui était en cours d'utilisation. Et si je clique sur le détail, je vois que maintenant, tout s'est terminé et que du coup, nos deux environnements sont de nouveau disponibles si je veux réexécuter des tests. Donc on voit également que maintenant qu'il n'y a plus de statut, enfin de suite automatisée en cours, le petit bouton pour voir les logs en direct est grisé, donc je ne peux plus voir de log en direct. En revanche, hop, si je clique sur le rapport, je peux toujours retrouver mes logs de manière normale. Et ça faisait partie des améliorations de la V7, si je ne me trompe pas. On a maintenant, du coup, la possibilité de visualiser les logs sans avoir besoin de télécharger le fichier. Hop. De la même manière pour le rapport HTML, qui est visualisable directement. Et ce rapport HTML, du coup, qui est configurable et paramétrable selon ce que vous préférez. Donc là, c'est la version standard, on va dire, qui nous donne un résumé de l'exécution. Donc on retrouve nos différents cas de test. Il y en a 6 en succès, 4 en erreur. On retrouve par technologie, donc moi j'ai lancé que des tests Robot Framework. On retrouve le statut du job qui nous dit ici en orange qu'il y a à la fois des tests en échec et en succès.
Et ce qui est le plus intéressant évidemment du rapport, ça va être le détail des cas de test avec leur statut et le détail des cas de test quand ils sont en erreur. Donc là, failure, si je clique sur le petit détail, ça va me donner le message d'erreur de l'assertion qui a échoué. Donc là, en l'occurrence, on s'attendait à avoir un yep, on a un op, donc le statut est en échec. Au niveau du rapport HTML, je pense que j'ai fait le tour. Donc bien évidemment, tous les graphiques sont paramétrables, vous pouvez afficher ce qui vous arrange. Hop, je vais fermer ça. Et maintenant, si je clique au niveau d'un détail de cas de test, donc là, je vais prendre hop, ici, par exemple, un cas de test en erreur. Si jamais c'est un cas de test créé en type BDD, on va avoir le statut des pas de test qui vont remonter également. Donc là, en l'occurrence, les 2 premiers pas de test étaient en succès et c'est le 3e pas de test qui a échoué. Et donc, ça nous permet d'avoir une meilleure granularité au niveau des statuts. Si je reviens sur la suite automatisée, non, pas celle-là, elle est trop ancienne. Sur la plus récente, on retrouve ici du coup les temps d'exécution qui ont aussi été rajoutés, ce qui nous permet du coup de savoir d'une exécution à l'autre si les tests sont toujours plus ou moins stables et s'ils prennent toujours à peu près le même temps, ou s'il y a une dégradation potentiellement des performances de l'appli ou autre. Et ça nous permet aussi de faire une sélection des cas de test à lancer si jamais on est un peu pressé et qu'on veut des résultats plus rapides. Et sur l'une des dernières fonctionnalités, on a rajouté du coup la comparaison des suites auto. Donc là, si je sélectionne plusieurs suites automatisées et que je clique sur le bouton de comparaison pour les statuts d'exécution, on va retrouver donc du coup une colonne par suite automatisée. Donc ce sont les 3 que j'ai sélectionnés avec leurs différents cas de test et ça va nous permettre de voir si les statuts ont changé ou pas d'une exécution sur l'autre. Donc là, typiquement, je vois que ce cas de test est passé de échec à succès, ce qui veut donc dire que soit le bug applicatif a été corrigé, soit que de la maintenance a été faite sur le script auto, ou etc. Mais en tout cas, ça nous permet de faire une analyse et de vérifier la stabilité ou l'instabilité, le cas échéant, des tests auto sur une durée un peu plus longue. Ensuite, on a rajouté aussi la possibilité de faire un nettoyage des suites auto. Donc là, si je retourne sur celle que je viens de lancer, on a le petit bouton pour nettoyer qui va nous proposer plusieurs options. Donc le premier, ça va être un nettoyage partiel, ce qui va venir supprimer uniquement les pièces jointes des exécutions qui sont en succès, ce qui permet de faire un peu de place rapidement sans perdre trop d'informations, parce qu'en général, ce qu'on veut conserver, c'est plutôt quand les tests ont échoué. Et on a aussi la partie nettoyage complet. Donc là, en l'occurrence, ça va supprimer toutes les pièces jointes de toutes les exécutions, qu'elles soient en erreur ou en succès. Donc là, je peux nettoyer par exemple sur celle-ci. Et si je reviens, je vois qu'il n'y a plus aucune pièce jointe, que le statut soit en succès ou en échec. Donc ça, c'est au niveau de la suite automatisée. Mais on va retrouver la même chose au niveau des projets. Donc là, si je me mets sur le projet, hop, robot framework, on va retrouver dans la partie automatisation le nettoyage des suites automatisées. Donc la première paramétrage à faire, ça va être la durée de conservation des suites automatisées en jours. Si ce n'est pas renseigné, ça veut dire que vous ne voulez jamais supprimer d'informations au niveau des suites automatisées. Donc il y a une politique plutôt de conservation plutôt que de suppression. Et si jamais on la renseigne, ça peut être par exemple sur la durée d'un sprint ou d'une release ou plus en fonction de ce que vous voulez. Donc si on veut garder par exemple sur un mois, on peut paramétrer sur 30 jours. Et de la même manière que sur les suites automatisées, on va pouvoir venir nettoyer partiellement sur toutes les suites automatisées qui sont plus anciennes que ces 30 jours, soit donc du coup en partiellement les pièces jointes des exécutions en succès, soit nettoyer complètement donc avec les pièces jointes des exécutions qui sont soit en succès, soit en erreur, soit la suppression intégrale, c'est-à-dire que ça va supprimer à la fois les suites automatisées et toutes les exécutions et toutes les pièces jointes associées. Toujours pour les suites automatisées qui sont plus anciennes que le paramétrage.
Donc voilà, ça nous laisse plusieurs possibilités en fonction du nettoyage qu'on veut faire. Et encore un niveau au-dessus, au niveau système, on retrouve le petit onglet nettoyage, où de la même manière, on va venir supprimer l'intégralité des suites automatisées de leurs exécutions et de leurs pièces jointes, en respectant pour chaque projet le paramétrage de conservation. Donc du moment que vous l'avez renseigné, ça permettra de faire une suppression et de regagner un peu de place dans la base de données Squash. Voilà pour la partie automatisée. Très rapidement, au niveau serveur, on a fait quelques améliorations sur les serveurs de partage de code source. Ou si je clique sur un par exemple, on a rajouté la possibilité de ne pas partager les identifiants Git. Donc dès l'instant où vous ne faites pas de cas de test BDD avec transfert vers GitLab ou autre, et que c'est juste de l'exécution de tests auto, vous n'avez pas forcément besoin de renseigner les identifiants dans Squash dès l'instant où votre environnement d'exécution connaît ces identifiants. C'est-à-dire que vous pouvez les paramétrer en variable ou autre, et vous pouvez vous affranchir du coup de cette étape côté Squash. Et de la même manière, pour rajouter des nouveaux dépôts, on a simplifié cette fenêtre et on a enlevé des champs qui prêtaient à confusion. Voilà, et après, de manière un peu générale, on a aussi essayé d'améliorer les performances un peu partout dans Squash. Donc voilà, je vous laisse poser des questions via le chat si vous avez entre-temps, et on va y répondre dans la foulée. Très bien, merci Marion, merci Héloïse. On espère que déjà cette démo a été claire pour vous toutes et tous. Donc voilà, et je laisse de nouveau la main, du coup, logiquement, à Marion, qui démarre par la première question. Eh ben merci Thibaut à nouveau. Ouais, alors on va essayer de reprendre les questions dans l'ordre. Alors la première, nous migrons de la version 6 à 8 ce soir. Nos clients sont habitués au terme de campagne. Il faudra revoir notre organisation. Point d'interrogation. Le transfert de la V6 à V8 se fera correctement. Alors en fait, ce qu'on a modifié, ce qu'on a modifié dans la V8, c'est simplement le terme de l'espace campagne en espace exécution, mais l'objet campagne, lui, il est toujours présent. Donc ça change pas. C'est vraiment juste le nom de l'espace qui est modifié. Ouais, c'est pareil que ce soit en SaaS ou en on-premise. Donc voilà, c'est simplement le nom de l'espace qui change. Les objets restent les mêmes, la terminologie reste la même en dehors de ça. Bonjour, question sur la synchronisation. Cette fonctionnalité ne concerne pas Redmine. Alors non, effectivement, pour l'instant, la synchronisation des sprints, elle ne concerne que Jira et GitLab. Mais il n'est pas impossible qu'on en fasse de même pour Redmine par la suite. Mais la synchronisation pour Redmine côté exigence existe actuellement, mais elle est un peu différente de ce qu'on a avec Jira et GitLab. Donc on n'en est pas encore tout à fait là. Est-ce que la synchronisation de sprint importe également les exigences? Si oui, comment la paramétrer? Alors, je vais peut-être repartager mon écran là pour le coup. Normalement, ça devrait être bon. Alors, en fait, donc, ce que je disais, c'est que la synchronisation des sprints se fait en complément de la synchronisation dans l'espace exigence. Et donc, si je vais au niveau de l'écran de paramétrage de mon plugin Xsquash for GitLab. Donc au passage, on en a profité pour revoir un petit peu l'affichage de cette table des synchronisations et d'afficher un petit peu moins d'informations, de les regrouper dans des fenêtres, parce que la table était assez dense. En fait, on a 2 étapes maintenant de synchronisation. On a la synchronisation d'exigence et la synchronisation de sprint qui arrive en complément. Et donc, alors je vais peut-être pas pouvoir vous montrer parce que j'ai pas forcément les bons éléments sous la main, mais lorsque vous allez ajouter
une nouvelle synchronisation. Vous allez configurer votre synchronisation dans l'espace exigence et si vous le souhaitez, vous allez pouvoir accéder à une deuxième étape qui va vous permettre de synchroniser, de configurer la synchronisation des sprints dans l'espace exécution. Donc ça, c'est pour les nouvelles synchros et pour les synchronisations existantes, bien vous avez la possibilité de configurer la synchronisation des sprints ou pas et de la modifier si besoin. Donc voilà, pareil, j'espère que ça répond à la question, mais c'est vraiment complémentaire. Il faut voir ça comme une deuxième étape. Est-il possible d'ajouter des tests de type TNR non rattachés aux exigences du sprint dans le plan d'exécution d'un sprint? Ouais, alors c'est une bonne question. Alors je vais repartir sur la page d'un sprint. Alors ce qu'on prévoit de faire dans les versions futures, c'est effectivement de pouvoir ajouter des tests directement au sprint, donc d'avoir peut-être un nouveau tableau ou pouvoir peut-être les ajouter directement depuis cet onglet-là, je ne sais pas encore. Donc de pouvoir ajouter directement des tests qui ne sont liés à aucune exigence. Ce qu'on peut faire actuellement, néanmoins, c'est que même depuis la page de validation d'une exigence, on peut ajouter des tests qui ne sont pas forcément liés à l'exigence. Donc il y a un moyen un petit peu détourné de le faire actuellement. Si je prends un test au pif, hop, ça va l'ajouter avec ces jeux de données au plan d'exécution de l'exigence, sans pour autant qu'il soit lié directement à l'exigence. Et on a une petite colonne ici qui nous indique si le test est lié directement ou pas. Alors, pour les sprints, parler de synchronisation d'exigences avec GitLab ou Jira, est-ce possible aussi avec Redmine? Du coup, c'était la même question que précédemment. Donc, pour l'instant, c'est uniquement disponible avec GitLab et Jira. Dans le cas d'un squash en SaaS, est-ce que la mise à jour vers la version 8 est automatique ou faut-il en faire la demande? Ça se fait comme pour les autres versions. Faut faire une demande auprès du support. Normalement de montée de version pour se mettre d'accord notamment sur une date. Donc je vous invite à envoyer un petit message sur la plateforme de support. Bonjour, est-il possible de synchroniser le statut du sprint Jira sur le statut du sprint Squash dans l'espace exécution? Pour le bouton de mise à jour du sprint Squash, si des US Jira sont relotis dans un autre sprint, est-ce que l'exigence synchronisée est supprimée du plan d'exécution du sprint? Alors, il y a plusieurs questions. Alors, je vais commencer par la dernière. Ce qu'on va retrouver au niveau des tickets d'un sprint synchronisé, c'est ce qu'il y a dans le sprint côté Jira ou côté GitLab. Ça veut dire que si vous avez un ticket qui passe d'un sprint A à un sprint B, et d'un sprint 2 par exemple à un sprint 3, eh bien vous allez retrouver votre ticket dans le nouveau sprint. Néanmoins, vous garderez une trace du ticket dans le sprint précédent et il sera et le ticket sera dans l'état, restera dans l'état dans lequel il était au moment où vous l'avez changé de sprint. Donc il sera dans un état différent probablement entre le sprint 2 et le sprint 3. S'il y a eu des modifications qui ont été faites. Donc on garde une trace dans Squash de l'historique un peu du contenu des sprints. Si un ticket change de sprint, ça suivra également dans Squash. Donc vraiment, la gestion du contenu des sprints est déléguée à Jira et à GitLab et on va retrouver les éléments dans Squash. Et quant au statut du sprint, donc on va retrouver l'information dans Squash du statut du sprint Jira ou GitLab et du statut du sprint Squash. On a décidé de ne pas mapper complètement les statuts Squash et GitLab pour la bonne et simple raison que lorsqu'on ferme un sprint dans Squash, ça a
ça a des conséquences assez importantes. On ne peut plus modifier de tests, on ne peut plus créer de tests, on n'a plus la main finalement sur des objets qui sont purement liés au test. Et ça peut être un peu problématique dans certaines organisations que ce soit un autre outil qui ait la main sur des données de test. Donc, le statut du sprint GitLab, lui, il aura une incidence, et il aura la main sur le contenu des sprints, donc sur les tickets d'un sprint. Donc, en gros, si un sprint est fermé côté GitLab, les tickets ne seront plus synchronisés dans Squash, seront plus mis à jour par synchronisation. Mais par contre, on pourra toujours créer des tests si on le souhaite ou modifier des tests. Et c'est le statut du sprint dans Squash qui permettra de bloquer cette modification des tests. Mais on préfère différencier vraiment qui gère l'exécution des tests et qui gère le contenu des sprints. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Question suivante. Bonjour, est-il possible d'importer les sprints depuis DevOps Alors, DevOps, est-ce qu'on parle de Azure DevOps? Si oui, non, enfin pas plus que Redmine. Comme je disais, la synchronisation des sprints, c'est uniquement disponible pour le moment avec GitLab et Jira. Les cas de tests appelés dans d'autres cas de tests ne sont pas marqués comme étant exécutés, alors qu'ils le sont car exécutés. Dans les autres cas de tests, y a-t-il du changement à ce niveau? Non, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Effectivement, c'est une question qui revient, donc on va y réfléchir, on va voir comment traiter au mieux ce point, mais il n'y a pas de changement dans la V8 par rapport à ça. Question suivante. La priorité des statuts d'exécution ne permet pas de rendre visibles les statuts qui sont de priorité inférieure à succès dans les comptes rendus. Cette priorité est-elle paramétrable? Non, elle n'est pas paramétrable. Pour le moment, c'est pas vraiment prévu, mais du coup, je note le point. La recommandation actuellement, si vous voulez vraiment que ce soit indiqué dans les rapports, c'est je vais me mettre sur un autre, peut-être un autre plan de test, hop, sur une campagne. C'est d'aller modifier directement le statut au niveau de l'item dans le plan d'exécution pour mettre le statut de votre choix. Et de cette manière-là, il sera repris dans les différents rapports si vous voulez le voir s'afficher tel quel. La question suivante, ça va être plutôt côté automatisation, je pense. Donc du coup, la question, c'est est-ce que les rapports HTML sont également disponibles pour les tests non automatisés? Et la réponse est non, du coup, puisque pour l'instant, les rapports HTML, en tout cas, sont surtout pour les tests auto, puisque c'est là qu'il y a le plus d'intérêt, on va dire, pour l'instant. Les tests manuels, pour l'instant, ont du coup toujours le dashboard, le tableau de bord, on va dire, comme il y a actuellement. C'est pas prévu, en tout cas, de rajouter des rapports HTML pour les tests non automatisés. La question d'après, du coup, est-ce que toutes ces fonctionnalités sont-elles présentes dans la version Community? Alors, côté Agile, je crois que Marion, tu l'as précisé, si c'était pas Community. Vas-y, vas-y. Ouais, alors côté sprint, c'est dans la version Community. Et dans les autres choses que j'ai présentées, c'était sur la partie profil personnalisé, création de profil personnalisé. Ça, c'est dans la licence Ultimate. Mais toutes les autres fonctionnalités que j'ai présentées, c'était Community. Et pour la partie automatisée, il va y avoir l'affichage des logs d'exécution en direct et la comparaison des suites automatisées qui sont dans la licence Premium, et tout le reste était dans la licence Community. Donc la question suivante, la granularité des cas de test est uniquement pour les cas de test BDD ou peut-être aussi sur des cas de test standards qui ont été automatisés ensuite? Alors d'un point de vue technique, c'est uniquement pour les cas de test BDD, puisque pour les cas de test classiques, on va dire, qui ont été automatisés ensuite, le seul lien qu'on a malheureusement, c'est avec le script auto, et c'est compliqué, voire impossible de faire le lien entre les différents pas de test et les bouts de code, on va dire, qu'il y a dans le script. Donc, en tout cas, pour l'instant, et c'est pas forcément
prévues à l'avenir. C'est uniquement pour les CATAS BDD. Question suivante. Quel outil d'automatisation de test préconisez-vous pour des développements en .NET C#, s'il vous plaît? Alors, par développement en .NET C#, je suppose du côté applicatif et pas du côté script de test auto. J'espère que c'est bien ça la question. Et pour moi, on va pas forcément préconiser un outil en fonction de l'application, enfin du langage de développement applicatif, mais plus par type applicatif. Donc, est-ce que c'est une appli web? Est-ce que ça va être de l'API? Est-ce que ça va être un client lourd? Et donc là, on va pouvoir potentiellement préconiser, mais en l'état, la question me permet pas forcément de répondre. Je suis désolée. S'il y a besoin de précision, n'hésitez pas. En attendant, je vais peut-être passer à la suivante. Les suppressions passent-elles par une corbeille? Actuellement, non. Toutes les suppressions sont définitives, mais il y a un travail en cours potentiel, en tout cas une réflexion autour d'une corbeille qui a lieu, parce qu'on sait que c'est pas mal demandé. Et la dernière question, est-ce qu'on peut retrouver la doc utilisateur quelque part? Absolument, et je suppose que Thibaut, tu vas envoyer tous les liens qu'il faut dans la foulée. Exactement, c'est justement ce que je venais de faire dans le chat. J'ai profité de l'occasion pour mettre aussi la version anglaise de cette documentation. Et pour compléter côté documentation, vous pouvez y accéder également directement depuis l'application. Dans le menu Aide, ici, vous avez un menu documentation Squash qui va vous amener directement sur la documentation et notamment sur la partie guide de référence avec tout ce qui est guide administrateur, guide utilisateur. Et vous avez accès au release note vraiment aussi avec vraiment l'ensemble des fonctionnalités et des corrections pour chacune des versions. Eh bien, merci beaucoup. Je crois que j'ai bien fait attention à enlever toutes les questions pour lesquelles on avait apporté une réponse. Donc, logiquement, la section étant vide, il n'y a plus de questions. Donc, un grand merci à nos intervenantes du jour, à vous pour votre présence. Et puis, on vous dit à très bientôt. D'ici là, bonne fête de fin d'année. Il est de coutume de le dire. Et à l'année prochaine. Au revoir.